regarde, ce soir, nous allons parler de quelques mots ou l'état des lieux actuels sur les lois, sur l'aide médicale à mourir. Nous allons faire un bref résumé de ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, comment étaient les lois et vers où on s'en va, et surtout, ce qui nous intéresse le plus, et probablement vous aussi, qui va dans le cadre de la mission actuelle, maintenant remise à jour de l'association, qui est de faire reconnaître l'autonomie pour chaque personne majeure apte et ayant rédigé ces directives médicales anticipées, d'avoir, lorsque sera venu le temps, une fin de vie conforme aux valeurs de dignité et de liberté qui l'ont toujours animée, et pour que soit respectée sa volonté personnelle d'avoir une aide médicale à mourir, quel que soit son état cognitif à ce moment. Jusqu'à maintenant, vous pouvez tous, depuis 2014, faire vos directives médicales anticipées, soit vous, soit les gens dont vous vous occupez, avec un formulaire qui est donné par la Régie d'assurance maladie, avec des petites coches. Et donc, vous dites que si vous arrivez à l'hôpital dans un état d'inconscience et que s'il n'y a personne pour s'occuper de vous, vous ne voulez pas avoir de réanimation, par exemple. C'est ça, les directives médicales anticipées. Sauf que vous ne pouvez pas demander, personne ne peut demander l'aide médicale à mourir par des directives médicales anticipées disant, par exemple, si j'arrive à l'hôpital, c'est-à-dire si mon évolution fait que j'ai une maladie d'Alzheimer et je voudrais l'aide médicale à mourir, pour le moment, vous ne pouvez pas, et c'est surtout là-dessus que nous travaillons dans le moment. L'association a été fondée en 2007. Voici les membres. C'est une association qui est complètement, totalement bénévole, comme les conférences de ce soir. Il n'y a aucune rémunération. En général, les gens nous donnent des dons. Vous pouvez être des dons. Vous pouvez être membre aussi de l'association directement en allant sur notre site aqdmd.org. La cotisation est de 20 $ par année. Et nous avons la chance d'avoir avec nous un conseiller juridique qui est très, très bien au courant de toutes les lois, Maître Jean-François Leroux. Maître Leroux a été le co-défendeur de Mme Gladu et de M. Truchon dans la cause Gladu-Truchon au Québec. L'association fait donc du travail auprès des parlementaires et du gouvernement fédéral et provincial, donne une présence active et un soutien concret lors des procès qui permettent de changer les lois. Heureusement, il n'y en a pas beaucoup. La mobilisation publique et les prises de parole médiatiques pour alerter l'opinion et les décideurs, et l'accompagnement par de l'information aux familles. Et personnellement, je réponds au téléphone de tous les gens qui demandent des renseignements sur l'aide médicale à mourir. Comme ce sont souvent des questions médicales, et comme je suis médecin, c'est moi qui réponds la plupart du temps à toutes les questions qui sont posées. Alors, ce que nous allons voir, c'est donc un historique des lois. Quel est l'état des lieux actuellement? Où en sommes-nous en janvier 2022? Et qu'est-ce qui se prépare pour l'avenir? Et nous allons passer aux questions-réponses. Alors, en gros, pourquoi l'aide médicale à mourir? C'est essentiellement dans le respect du principe d'autonomie de la personne et le respect du principe de dignité qui a animé cette personne pendant toute sa vie. Alors, les données actuelles dont nous disposons, les dernières données de 2020 à 2021, parce que les données vont du 1er avril au 31 mars, 3,3% des patients décédés au Québec l'ont été par aide médicale à mourir. Alors, ceux qui disaient au début des lois que tout le monde va mourir par l'aide médicale à mourir, ça va être une hécatombe, ce n'est pas vrai. Les chiffres que nous avons ici de 3,3% des patients correspondent aux chiffres qu'il y a dans les pays comme la Belgique, le Pays-Bas et le Luxembourg, les pays du Benelux, qui ont de telles lois depuis 20 ans, depuis un peu plus de 20 ans même. Donc, tous ces pays-là ont des pourcentages qui tournent autour de 4% des décès qui sont par l'aide médicale à mourir. Et nous allons doucement vers ce même type de statistiques. Alors, si on regarde le dernier rapport qui a été fait au Québec par la Commission des soins de fin de vie, les nombres d'aides médicales à mourir administrées entre le 10 décembre 2015, qui était au tout début, ici en 2015-2016, la loi venait d'être mise en vigueur, et au 31 mars 2021, vous voyez que nous sommes passés de 63 à 2426. Et il faut dire aussi, pour votre gouverne, que le nombre de décès au Québec, bien entendu, là, on enlève la COVID, mais le nombre de décès, généralement, tourne autour de 65 000 décès par année au Québec. Alors, vous voyez que le pourcentage est quand même très faible.
quelques chiffres de plus du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, la dernière année. Donc, 2426 personnes ont reçu l'aide médicale à mourir. 91 %, c'est des gens de 60 ans, ce sont des gens de 60 ans et plus, dont 73 souffrent de cancer. Il faut dire ici que, comme vous le savez probablement, la loi a été modifiée, la loi fédérale, le Code criminel, a été modifié au 17 mars 2021. On va y revenir un petit peu plus tard. Et depuis le 17 mars 2021, il y a des gens qui peuvent obtenir l'aide médicale à mourir, même si leur mort naturelle ou ils ne sont pas en fin de vie. Donc, jusqu'au 31 mars 2021, l'essentiel des gens, c'était du cancer. Pourquoi? Parce qu'ils étaient presque en fin de vie. Ce qui est intéressant, c'est qu'en 2019-2020, donc avant la pandémie, 65 % des gens au Québec avaient l'aide médicale à mourir en hôpital et 20 % seulement à domicile. Alors que vous voyez dans l'année dernière, avec la COVID, surtout, je pense que c'est ça un point le plus important, 48 % des gens ont eu l'aide médicale à mourir en hôpital et 39 % à domicile. Il y a donc une amélioration, oui, une augmentation très importante des aides médicales à mourir à domicile. Et moi, j'en fais de l'aide médicale à mourir. Je peux vous dire que dans la dernière année, j'en ai fait une seule à l'hôpital. Toutes les autres, c'est à domicile. Je prévois que dans l'année 2021-2022, il va y avoir encore beaucoup plus et la majorité vont être à domicile. Il y a la raison de la COVID, mais il y a aussi le fait que les gens comprennent maintenant qu'ils peuvent avoir l'aide médicale à mourir à domicile, dans leurs choses, avec leur famille autour, ce qui est beaucoup plus confortable, entre guillemets, qu'à l'hôpital. Il faut remarquer que 5 % seulement en maison de soins palliatifs, il y a une raison à ça. Malheureusement, sur 35, en gros, il y a 35 maisons de soins palliatifs au Québec. Il y en a un tout petit peu plus de la moitié qui maintenant offrent l'aide médicale à mourir, alors que pour beaucoup, depuis le début, c'était interdit pratiquement de donner l'aide médicale à mourir en maison de soins palliatifs. Maintenant, les conseils d'administration des maisons changent progressivement. Un petit tableau, vous voyez que 73 % des gens qui ont l'aide médicale à mourir souffrent de cancer et 8 % de maladies neurodégénératives ou neurologiques. Ça, c'est essentiellement pour illustrer la sclérose en plaques, la sclérose latérale amyotrophique ou du Parkinson. C'est essentiellement ce type de maladie. Au Canada, c'est un petit peu différent parce qu'au Canada, il y a les médecins et aussi des infirmiers et infirmières qui peuvent donner l'aide médicale à mourir. Et en plus, au Canada, ils ont le suicide assisté, ce qu'il n'y a pas au Québec. Suicide assisté, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le médecin prescrit la médication au patient, que ce soit par la bouche ou intraveineux, et c'est le patient lui-même qui la prend. Et donc, vous pouvez constater, les seuls chiffres que nous avons, c'est jusqu'en 2018. Il y a 7 % qui ont été donnés par des infirmiers et infirmières, et les chiffres que l'on peut connaître actuellement, c'est à peu près autour de la même chose, ce qui est très bien. Par contre, vous voyez qu'il y a eu un seul suicide assisté dans toute cette période, et c'est à peu près la même chose maintenant. Le suicide assisté est très peu utilisé au Canada et, je répète, pas du tout au Québec parce que ce n'est pas dans la loi. Si on regarde la population, maintenant, vous avez ici un sondage qui a été fait par le Collège des médecins à l'automne 2021. Ça ici, ce sont des réponses du corps médical et à votre droite, vous avez les réponses de la population. Et on demandait la question, est-ce que vous êtes pour l'aide médicale à mourir? Et vous voyez que les médecins, le vert, sont totalement d'accord à 73 % et plutôt d'accord à 15 %, ce qui nous amène tout près du 90 % de médecins qui sont d'accord avec l'aide médicale à mourir. Et dans la population, vous voyez qu'on a 71 % et 18 %, ce qui nous amène à 90 %. Donc, de ce côté-là, tant les médecins sont en accord avec la population et vous voyez que la population générale est en accord avec l'aide médicale à mourir. Et pour un dernier renseignement, dans le monde, au Canada, il y a l'aide médicale à mourir. Dans les États-Unis, il y a 7, maintenant il y en a 9 États qui offrent l'aide médicale à mourir, mais c'est sous forme de suicide assisté. Ce n'est pas de l'aide médicale à mourir comme vous pouvez avoir ici au Canada ou au Québec. C'est vraiment du suicide assisté. Il n'y a aucune aide médicale à mourir qui se donne donc par des médecins aux États-Unis. Même chose en Colombie. Et vous voyez ici le Benelux, la Belgique, excusez-moi, le Pays-Bas et le Luxembourg
qui sont les premiers pays qui ont eu l'aide médicale à mourir. Ça a été légalisé autour de 2000 jusqu'à maintenant. La Suisse, vous avez sûrement entendu parler beaucoup de la Suisse, mais la Suisse, ce n'est pas de l'aide médicale à mourir, c'est du suicide assisté uniquement. L'aide médicale à mourir donnée par un médecin est encore illégale et même criminelle, mais il y a beaucoup de suicides assistés, mais c'est le médecin surveille, mais c'est le patient lui-même qui prend sa médication. Ce qui vous indique que, par exemple, des gens qui voudraient partir du Canada pour aller en Suisse, mais qui seraient, par exemple, paralysés complètement, ne pourraient pas obtenir l'aide médicale à mourir s'ils ne pourraient pas avoir de suicide assisté s'ils ne sont pas capables eux-mêmes soit de prendre leurs médicaments, soit d'ouvrir la voie veineuse pour obtenir la médication. En France, ça se discute, mais il n'y a absolument ni aide médicale à mourir, ni suicide assisté. L'Espagne vient maintenant de passer ses lois, de même que le Portugal. Donc, et l'Autriche aussi a passé quelques lois. L'Allemagne est en discussion pour l'aide médicale à mourir. Donc, rapidement, l'historique au Québec. En haut, vous avez les lois fédérales. En bas, les lois au Québec. Vous savez qu'au Québec, la première loi a été votée le 10 juin 2014 et a été mise en vigueur au 15 décembre 2015. Et entre-temps, le 6 février 2015, la Cour suprême du Canada a donné un avis qui s'appelle la cause Carter-Taylor. Vous avez peut-être entendu parler de ça, vous pouvez retrouver ça sur l'Internet facilement, qui a à l'unanimité, la Cour suprême à l'unanimité a indiqué que l'interdiction dans le code criminel de l'aide médicale à mourir était non constitutionnelle. Pourquoi? Si je veux résumer, parce que ça obligeait des gens à mourir de façon indigne, par exemple avec des armes à feu, par exemple en se pendant, par exemple en se noyant, etc. Donc, la Cour suprême a indiqué à l'unanimité, encore une fois, que le code criminel devait être refait. Il a donné un an au gouvernement fédéral qui, le 17 juin 2016, a fait le projet de loi C-14, qui est devenu une modification du code criminel permettant l'aide médicale à mourir. Avec cependant une limite qui était la même qu'au Québec. Au Québec, c'était que le patient devait être en fin de vie, donc c'est pour ça qu'on avait essentiellement des cancers. Et la loi fédérale a indiqué d'accord pour l'aide médicale à mourir, mais lorsque la mort naturelle est raisonnablement prévisible. Donc, essentiellement, des cas de cancer ou des cas d'insuffisance cardiaque ou respiratoire qui sont vraiment rendus au bout de leur route. On a fonctionné comme ça pendant 3 ans, jusqu'à la décision du 11 septembre 2019 de la juge Beaudoin, Madame la juge Christine Beaudoin, qui a donné sa décision le 11 septembre dans le jugement Gladue-Truchon et qui a indiqué que la loi du Québec qui exigeait d'être en fin de vie, de même que la loi fédérale qui exigeait d'une mort naturelle raisonnablement prévisible, que tout cela était inconstitutionnel. Pourquoi inconstitutionnel? Parce que ça ne respecte pas le jugement de la Cour suprême du mois de février 2015. La Cour suprême, pour faire court, n'a jamais dit qu'un patient qui souffrait de pathologie mentale ou encore qui n'était pas en fin de vie ne pouvait obtenir l'aide médicale à mourir. La Cour suprême a simplement parlé de maladies physiques ou psychiques qui amènent une détérioration du patient selon ses propres critères. C'est pour ça que la juge Beaudoin, elle, a dit, bien, écoutez, la question de la fin de vie et la question de la mort naturelle raisonnablement prévisible sont non constitutionnelles. Et Madame la juge Beaudoin a donné 6 mois au gouvernement provincial et au gouvernement fédéral pour changer ces lois. Le gouvernement provincial au Québec n'a pas bougé, ce qui veut dire que le 11 mars 2020, 6 mois plus tard, il y a eu un abandon du critère de fin de vie automatiquement, étant donné que la juge avait trouvé ça inconstitutionnel. Donc, depuis le 11 mars 2020, donc à peu près en même temps que la pandémie, le critère de fin de vie au Québec n'existe plus. Ce qui veut dire que si vous demandez ou vous avez connaissance de quelqu'un qui demande l'aide médicale à mourir et que le médecin répond « ben non, il n'est pas en fin de vie, il ne peut pas l'avoir », c'est faux. Il y a l'abandon du critère de fin de vie depuis maintenant presque 2 ans. Et le gouvernement fédéral, lui, a décidé, bien, tant qu'à faire, on va modifier la loi et c'est ce qui a été appelé la modification, le projet de loi C7, qui a encore une fois modifié le code criminel. On va y revenir dans quelques instants.
Donc, quels étaient les critères de la loi 2 au Québec? Donc, je vais repasser rapidement là-dessus parce que ça va revenir après. Donc, la personne doit être assurée au sens de la loi sur l'assurance maladie. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il fallait éviter le magasinage ou, si vous voulez, le tourisme médical, par exemple, des Américains ou d'autres personnes ou des Français qui viendraient aussi pour obtenir l'aide médicale à mourir. Non, il faut que la personne soit assurée au sens de la loi. Elle doit être majeure, c'est-à-dire au-delà de 18 ans. Elle doit être apte à consentir aux soins. Ça veut dire que c'est la personne elle-même qui doit demander l'aide médicale à mourir. Elle ne peut être inconsciente, elle ne peut être comateuse, elle ne peut être démente, bien sûr. La personne doit être apte elle-même. Et en 2014, la personne devait être en fin de vie, selon des critères médicaux qui sont statistiques, mais qui sont en partie subjectifs. La personne devait être atteinte d'une maladie grave et incurable. Alors, retenez ça parce que ça, c'est toujours vrai. Donc, si vous demandez l'aide médicale à mourir parce que vous avez un ongle incarné, puis riez pas, j'ai déjà eu une demande comme ça, bien évidemment, ça ne sera pas accepté, ça c'est clair. Le patient doit être dans un déclin avancé et irréversible de ses capacités. Ça, c'est selon ce que le patient pense et non pas selon ce que le médecin ou la famille pense, c'est selon ce que le patient pense. Je vous donne un exemple très simple. Vous avez une maladie ophtalmologique qui vous empêche de voir de plus en plus, vous êtes plus capable de lire et dans votre vie, vous avez toujours été un intellectuel ou quelqu'un qui aimait beaucoup voir, par exemple, des oiseaux. C'était votre seule activité, c'est ce qui vous rendait digne et fier. Bien, si vous devenez de plus en plus aveugle, ça devient un déclin avancé et irréversible des capacités. On pourrait dire la même chose pour la marche. Vous êtes quelqu'un qui avait toujours été en bonne forme physique, vous aimiez ça marcher, aller vous promener en forêt, et là, vous avez une sténose lombaire de plus en plus importante qui vous empêche de marcher de façon confortable, ou pas plus que quelques pas. Bien, vous êtes dans un déclin avancé et irréversible de vos capacités. Enfin, le dernier critère, avoir des souffrances physiques ou psychiques constantes, insupportables et ne pouvant être apaisées dans des conditions qu'elle juge tolérables. Pas ce que le médecin juge tolérable, pas ce que le curé, l'imam ou le rabbin juge tolérable, pas ce que la famille juge tolérable, ce que vous-même, comme patient, vous jugez tolérable. Et il n'est pas obligé d'avoir toute la panoplie de la médication contre la douleur pour dire que vous avez des souffrances physiques. Ben oui, monsieur ou madame, prenez telle médication, puis prenez-en beaucoup. Oui, mais docteur, ça me rend complètement inconscient, cette médication-là. Ben ça, ce n'est pas acceptable comme raison. Ce qui est important, c'est que le patient, lui, juge que la souffrance physique ou psychique est intolérable. Donc, un petit exemple d'un cas très réel, tiré des patients que je connaissais, cas réel avec la loi 2. Ça, c'est avant les modifications. 84 ans, hospitalisé au CHUM pour une détérioration de l'état pulmonaire. Il y a une néoplasie, un cancer pulmonaire plurimétastatique, il y a des métastases partout, la fibrillation auriculaire, du diabète. À l'entrevue, monsieur a toutes ses capacités, il est tout à fait apte, il exprime sa situation, ses volontés avec lucidité. Il n'y a pas vraiment de douleur spécifique, la médication peut contrôler, mais il n'y a plus aucune vie satisfaisante d'après lui parce qu'il y a une lunette nasale qui lui donne de l'oxygène en permanence et pour lui, ce n'est plus une vie. Il demande l'aide médicale à mourir et le soin lui sera donné 3 jours plus tard. Ça, c'était assez les cas typiques que nous avions. Arrive la décision de la Cour suprême du mois de février 2015 dans la cause Carter-Taylor, où la Cour suprême dira que l'interdiction de l'aide médicale à mourir va à l'encontre de la Charte des droits et libertés et que l'aide médicale à mourir, elle est légale selon les critères de la Cour suprême si certains critères sont respectés, en particulier si la personne touchée consent clairement à mettre fin à ses jours. Donc, encore là, c'est l'aptitude, ce n'est pas une autre personne qui décide pour elle, par exemple un fils ou une fille, mais c'est bien, ou un proche aidant, c'est bien la personne touchée elle-même qui consent clairement à mettre fin à ses jours. Et enfin, l'autre notion, c'est qu'elle est affectée de problèmes de santé graves ou irrémédiables. Et là, le fédéral ajoute, c'est-à-dire la Cour suprême dit une affection, une maladie ou un handicap. Ça, c'est un petit peu important, ce coin-là, parce que ça va revenir un petit peu plus tard. Et donc, la Cour a donné 12 mois au gouvernement fédéral pour modifier le code criminel. Alors, il y a 2 cas qui étaient devant la Cour suprême. Mme Taylor, qui est une sclérose latérale amyotrophique, c'est-à-dire une maladie dégénérative neurologique, la maladie de Lou Gehrig, comme vous l'entendez souvent dire.
Elle est décédée avant d'une septicémie, mais la cause a quand même été jusqu'en Cour suprême. Et Mme Kay Carter, qui avait une sténose spinale lombaire, à l'époque, ce n'était pas acceptable pour une aide médicale à mourir. Madame a dû aller jusqu'en Suisse. Et ça, c'est un exemple typique d'une dame qui avait de plus en plus une sténose importante et qui l'empêchait de marcher sans avoir des douleurs. Ici, une petite précision qui est importante pour que vous compreniez tous bien. Le Code criminel, c'est une entité en soi. Il y a plusieurs portions. La partie 8 du Code criminel, c'est fédéral, rappelons-le, ce sont des infractions contre la personne et la réputation. Et lorsque C14 et par la suite C7 ont modifié le Code criminel, c'était surtout l'article 241 qui traitait des homicides. Et c'est surtout cet article-là qui a été modifié pour décriminaliser l'aide médicale à mourir. Et en mars 2021, le fédéral, avec le projet de loi C7, comme on l'a vu avant, a été présenté, modifié pour modifier encore une fois le Code criminel. Donc, actuellement, vous entendez souvent parler du Code criminel, de C14, de C7, mais en fait, on devrait simplement parler du Code criminel qui a été modifié par les deux projets de loi. Mais le Code criminel, maintenant, c'est ça qui est en vigueur. Alors, qu'est-ce qu'a modifié le fédéral en juin 2016 dans le Code criminel? Bien, le fédéral a dit qu'il y avait deux formes d'aide médicale à mourir possible, l'administration directe par un médecin ou une infirmière. Alors, l'administration directe par un médecin, ça, c'est ce qu'on a au Québec. L'administration par une infirmière praticienne, le fédéral a rajouté ça, ce que nous n'avons pas encore au Québec, mais le Collège des médecins puis tous les médecins, nous autres, on voudrait bien qu'on mette ça, qu'on harmonise avec la loi canadienne, parce que, par exemple, dans plusieurs régions, bien, il y a des médecins qui ne sont pas très favorables à l'aide médicale à mourir, ou encore en régions éloignées, bien sûr, ou dans le Grand Nord. C'est ce qui arrive, c'est ce qui fait qu'au Canada, entre autres au Nunavut et dans d'autres endroits où il n'y a que des infirmières, bien, elles peuvent administrer l'aide médicale à mourir. Et enfin, le deuxième élément qu'a apporté le fédéral dans C14, la modification du Code criminel, c'est un médecin qui donne la prescription ou encore le médecin qui donne une prescription au patient et le patient donne lui-même la médication, c'est le suicide assisté. Alors, je répète, au Québec, il n'y a que l'administration directe par un médecin. Ce n'est pas encore permis pour une infirmière praticienne et ce n'est pas permis pour le suicide assisté. Mais comme on l'a vu tout à l'heure, il y a eu très, très peu de suicides assistés au Canada. Ce n'est pas quelque chose qui est dans nos valeurs, je dirais. Alors, comment a été modifié le Code criminel? Bien, on va passer rapidement. La personne doit être admissible aux soins de santé. Elle doit avoir 18 ans et apte, exactement comme au Québec. Elle doit avoir des problèmes de santé graves et irrémédiables, comme au Québec. Elle doit faire une demande d'aide médicale à mourir de façon volontaire, comme au Québec, et elle consent de manière éclairée. Donc, ça, c'est l'aptitude. Et qu'est-ce qu'a ajouté le gouvernement fédéral à ce moment-là? Il a dit, bien, ça peut être une maladie, comme il y avait au Québec, mais ça peut aussi être une affection ou un handicap, par exemple, une paraplégie grave et incurable. Et enfin, le patient doit avoir un déclin avancé et irréversible de ses capacités. Ça, c'est copié-collé sur la loi du Québec, avec des souffrances physiques ou psychologiques qui sont intolérables. C'est la même chose. C'est la même chose qu'a dit la Cour suprême. Et le gouvernement fédéral avait ajouté que la mort naturelle est devenue raisonnablement prévisible. Ça veut dire quoi? Par exemple, vous avez un cancer pulmonaire avec des métastases, bien, votre mort naturelle est raisonnablement prévisible dans les quelques mois qui vont venir. Autre exemple, vous avez un cancer du cerveau qui a déjà été opéré une fois, bien, votre mort naturelle est raisonnablement prévisible dans les 18 à 24 mois. Donc, ça rentrait à ce moment-là. Mais si vous aviez, par exemple, une pathologie, une sclérose en plaques, bien là, votre mort naturelle n'est pas devenue raisonnablement prévisible. Donc, le patient, à partir de juin 2016, n'était pas admissible à l'aide médicale à mourir. Alors, si on fait un comparatif des critères, vous voyez à votre gauche ici les critères, la loi 2 du Québec, la décision de la Cour suprême et la loi fédérale, le Code criminel qui a été changé. Vous voyez que tous les critères sont les mêmes, souffrance physique, mais que la fin de vie existe au Québec et que ça n'existait pas dans la loi fédérale. Par contre, le fédéral a ajouté mort naturelle raisonnablement prévisible. Pour un médecin, la mort naturelle raisonnablement prévisible, ça ne veut rien dire. Moi, je l'ai déjà dit à la Chambre des communes et je l'ai répété autant comme autant. La mort naturelle raisonnablement prévisible, ça commence à la naissance. Dès qu'on naît, on sait qu'un jour, on va mourir. Alors, donc, c'est un critère qui, au point de vue médical, ne veut rien dire, mais évidemment, ça a été mis là par des avocats. Bon, je ne peux plus avancer. Comment ça se fait?
Voilà. Est arrivée en septembre 2019 la cause Gladue-Truchon, dont vous avez entendu parler, et Madame la juge Beaudoin a dit que les critères de la Cour suprême doivent prévaloir. Les critères ajoutés de fin de vie et de mort naturelle sont anticonstitutionnels. Donc, le Québec a décidé de ne pas porter la décision en appel. Ce critère de fin de vie n'est plus nécessaire depuis le 11 mars 2020. Le fédéral a décidé de modifier le code criminel et il a fait présenter le projet de loi C7. Ça a été retardé à cause des élections, après ça à cause de la COVID, mais ça a été modifié. On va le voir dans quelques instants comment. Donc, si on regarde maintenant nos mêmes critères, bien, vous voyez que la fin de vie a été enlevée et la mort naturelle raisonnablement prévisible. Il nous reste donc tous les autres critères qui sont encore bons pour l'aide médicale à mourir. Je ne sais pas pourquoi, ça ne veut pas toujours descendre. Bon, tant pis. Voyez-le autrement. Voilà. Donc, suite au procès Gladue-Truchon, le critère est supprimé. Le critère de mort naturelle raisonnablement prévisible est supprimé. La procédure a été simplifiée. Il n'a maintenant plus besoin que d'un seul témoin et il peut s'agir d'un personnel de la santé. Par exemple, vous êtes des proches aidants. Peut-être que la personne que vous aidez, elle est dans un CHSLD ou dans une résidence et peut-être qu'elle est bien connue de quelqu'un, d'un auxiliaire ou d'une infirmière auxiliaire ou d'un infirmier. Et donc, cette personne-là, avant ça, n'avait pas le droit de contresigner, de signer comme témoin, mais maintenant, elle peut le faire. Et par contre, le fédéral a ajouté 2 catégories de patients. Et c'est ça qui est un petit peu plus important de comprendre. Le fédéral a dit, bon, le critère de mort naturelle raisonnablement prévisible n'existe plus comme critère pour avoir accès à l'aide médicale à mourir, mais on va catégoriser 2 sortes de patients. Soit ceux dont la mort naturelle est raisonnablement prévisible, par exemple un cancer, par exemple une insuffisance respiratoire très avancée, et ceux dont la mort naturelle n'est pas raisonnablement prévisible. Alors, les patients avec la mort naturelle raisonnablement prévisible, il n'y a aucun pronostic, il n'y a pas de date, il n'y a pas de délai. Ce n'est pas la mort raisonnablement dans 6, 12 ou 24 mois. Non, c'est un aspect clinique selon ce que le médecin juge avec ses connaissances. Est-ce que la mort naturelle est raisonnablement prévisible dans un avenir proche, disons que 2 ans, 3 ans. Et ça signifie une certaine proximité. Mais dans la loi, avant, il y avait une période de 10 jours de réflexion qui est maintenant enlevée. Dans la première loi, on trouvait que le patient était admissible, mais là, il fallait y donner 10 jours de réflexion. Alors, les patients, et il fallait que le patient soit apte jusqu'à la fin, jusqu'au moment où on donnait l'injection. Donc, il y a des patients qui avaient des cancers extrêmement souffrants, qui ne prenaient pas leur médication pour garder toute leur aptitude jusqu'à la fin. Et ça, le ministre Lametti, puis tout le monde trouvait, en tout cas nous, médecins, on trouvait que ça n'avait aucun sens. Et donc, le ministre Lametti a très bien compris ça. Ce qui veut dire, en clair, que maintenant, si une personne demande l'aide médicale à mourir et qu'elle veut l'avoir demain matin, bien, elle peut l'avoir demain matin. Et le consentement final qu'on devait obtenir et qu'on doit encore obtenir jusqu'avant de commencer l'injection, excusez-moi, ce consentement final, il n'est plus obligatoire si le patient signe une renonciation. Par exemple, vous avez un patient avec un cancer pulmonaire qui va pas trop mal, mais qui va avoir l'aide médicale à mourir, et on sait qu'il a des métastases cérébrales. Donc, on sait qu'il est peut-être à risque de devenir moins apte, de perdre son aptitude. Ou encore un autre patient qui est très souffrant, mais qui prend de la médication, puis la médication contre la douleur, bien, elle lui amène une baisse de son aptitude ou de sa conscience. Alors, au moment où le patient est conscient, par exemple, je vais prendre mon exemple à moi, et je rencontre M. Tremblay. M. Tremblay a ces conditions-là, mais il est possible qu'il perde son aptitude au moment où on va faire l'injection. Donc, je fais un contrat avec lui qui demande sa signature, la mienne, et il faut avoir une date. On dit, bon, ben, M. Tremblay, vous voulez avoir votre aide médicale à mourir le 28 février, parfait, on inscrit la date. Et là, c'est indiqué qu'étant donné qu'il a fait en toute connaissance de cause, il peut signer un renoncement au consentement final. Alors, disons que le 12 février, M. Tremblay devient inconscient parce que sa métastase cérébrale commence à lui donner des problèmes. Bien, on peut quand même lui donner l'aide médicale à mourir à ce moment-là, ou on peut attendre jusqu'au 24. Admettons qu'il y a un enfant qui arrive d'Australie et qu'il n'y a pas le temps d'arriver. On peut attendre. Et au moment où M. Tremblay
a décidé de la date, bien, on pourra lui donner l'aide médicale à mourir sans qu'il n'y ait besoin de lui demander une dernière fois son consentement. Alors ça, c'est une avancée majeure. La deuxième catégorie de patients, les patients avec une mort naturelle non raisonnablement prévisible, il y a une période de 90 jours de réflexion. Alors, ne me demandez pas pourquoi le gouvernement a écrit ça. Nous, comme médecins, on a beaucoup de questionnements là-dessus parce que la grande raison à ça, c'est que les gens qui demandent l'aide médicale à mourir, ça fait longtemps qu'ils ont réfléchi à ça. On ne se lève pas un matin en demandant l'aide médicale, en disant qu'on va demander l'aide médicale à mourir. C'est un long processus de réflexion. Bon, alors pour le moment, c'est dans la loi, il faut respecter ça. Il faut s'assurer qu'il y a un avis. Oups, pardon, excusez-moi. Bon, je l'ai perdu. Il faut s'assurer qu'il y ait un avis écrit qui respecte tous les autres critères et s'assurer de l'avis d'un autre médecin, tout simplement. Alors, qu'en est-il maintenant? Voyez ici les critères. Les patients dans la catégorie de mort naturelle raisonnablement prévisible, les patients dans la catégorie avec une mort naturelle non raisonnablement prévisible. Alors, la mort naturelle est raisonnablement prévisible à court moyen terme, mais si elle ne l'est pas, des maladies, par exemple, les cancers, l'insuffisance cardiaque pulmonaire avancée. Dans la deuxième catégorie, ce sont, par exemple, une sclérose en plaques, une polyarthrite rhumatoïde sévère. Ce sont des exemples de pathologies qui sont admissibles à l'aide médicale à mourir, mais où la mort naturelle n'est pas raisonnablement prévisible. Le délai de réflexion ici est supprimé et ici, il est porté à 90 jours. Tous les autres critères sont obligatoires, bien sûr. Je vais prendre un petit mot. Alors, donc, une dernière chose, les modifications des lois sont donc une avancée majeure pour les droits des patients et particulièrement pour les personnes avec des pathologies invalidantes. Je vais reprendre ici un tout petit peu les questions, si je peux l'ouvrir. Voir s'il y a des questions. Non, je ne vois pas de questions qui sont apparues encore, M. Espérance. Parfait, M. Parent. Merci beaucoup. C'est gentil. Alors, on va continuer comme ça. Donc, après le 17 mars 2021, je vous rappelle, la loi, le Code criminel a été modifié au 17 mars 2021. Alors, qu'en est-il maintenant? Un exemple. M. G est un homme de 76 ans au moment de sa demande et de 78 ans au moment du soin. Il y a des pathologies organiques, diabète de type 2, hypertension artérielle. Depuis 2017-2018, il présente des petits troubles cognitifs, plus marqués à partir de l'automne 2019, et on lui donne un diagnostic de démence vraisemblablement mixte, maladie d'Alzheimer et vasculaire. En date de... excusez-moi. En date de mars 2021, monsieur présente une aptitude complète pour la compréhension de sa situation, donc il est tout à fait apte, de même que pour sa demande d'aide médicale à mourir. La demande est bien raisonnée, bien exprimée, de façon constante depuis plus d'un an. Ça, c'est un de mes patients. Je l'ai très bien connu pendant un an et demi. Monsieur est un stade 4 avancé, début de stade 5. Il connaît bien la maladie d'Alzheimer parce qu'il en a déjà vu dans sa vie, étant donné le métier qu'il faisait. Et considérant le diagnostic donné à l'âge de 76 ans, son espérance de vie est d'environ 3 à 5 ans. C'est donc une maladie qui est mortelle, qui lui cause des souffrances intolérables au plan psychologique et physiologique. Sa situation médicale se caractérise par un déclin avancé et irréversible. Ça lui cause des souffrances psychologiques et existentielles persistantes qui lui sont intolérables et qui ne peuvent être apaisées. Donc, ce monsieur, est-ce que j'ai... non, je ne l'ai pas. Donc, ce monsieur répondait à tous les critères et moi, je lui ai donné son aide médicale à mourir à la fin du mois de mars, donc probablement un des premiers après la modification de la loi. Pourquoi? Parce qu'il répondait à tous les critères, il avait une maladie grave, etc. Cependant, monsieur est encore tout à fait apte et il aurait pu encore bénéficier de 6 mois, 1 an et demi, 2 ans peut-être de vie tout à fait confortable en étant bien conscient de sa situation. Sauf que plus il avançait, plus il aurait perdu son aptitude à décider pour lui-même et donc plus il avait un risque de ne plus être capable de donner son consentement et donc d'avoir l'aide médicale à mourir. Alors, il a préféré l'avoir à ce moment-là. Un autre exemple, 63 ans, bonne santé apparente jusqu'en 2016. En 2016, cancer du poumon. En 2018, d'autres lésions ont été trouvées dans l'autre poumon. Là, il était métastatique de partout. Il y a une récidive qui a été confirmée. Selon ses thérapeutes, il y avait un pronostic de moins de 3 mois au mois de juin 2021.
Moi, je l'ai vu le 30 juin 2021 chez lui et il a eu l'aide médicale à mourir le 4 juillet chez lui. Donc, vous voyez, avec un délai, cette fois-ci, de 4 jours au grand total, alors que, encore avant la modification de la loi, bien, ça n'aurait pas été possible. Un autre exemple, 79 ans, vit chez lui avec son épouse, une maladie pulmonaire obstructive très avancée, grade 4. Monsieur est chez lui, fauteuil roulant. Il passe du fauteuil à la chaise d'aisance, il porte une couche pour l'émiction. Il ne fait plus aucune activité de sa vie quotidienne, pas plus que son hygiène. C'est madame qui le rase, lui brosse les dents. La morphine l'aide à respirer lorsqu'il devient trop. Il y a aussi des thèmes de fentanyl. Je l'ai vu le 18 septembre 2021. Il était cachectique, mais il avait une aptitude tout à fait totale. Il était parfaitement conscient de ce qui lui arrivait, mais il y avait un risque ici de perdre son aptitude. Donc, il a eu le soin 3 jours plus tard. Il n'a pas fallu attendre 10 jours. Donc, il a eu le soin vraiment 3 jours plus tard avec sa famille. C'est ce qu'il désirait. Alors, l'autre disposition, j'en ai dit un petit mot. La formule, malheureusement, n'est pas encore changée. Bon, c'est le gouvernement, vous savez ce que c'est. Donc, avant ça, il y avait 2 signatures de témoins. Maintenant, il n'y a plus qu'un besoin que d'une seule signature. Ici, c'est le médecin ou l'infirmière ou le travailleur social qui signe. Si jamais vous voyez ces formules-là ou qu'on vous le demande, c'est écrit en haut, je demande au docteur. Ce n'est pas nécessaire de mettre le nom d'un médecin. C'est nécessaire que la personne qui fasse la demande signe ici, que la demande soit envoyée à la direction des services professionnels de la région où vous êtes, et puis là, il y a un médecin qui va aller évaluer la personne. La renonciation au consentement final, j'en ai parlé, donc je ne reviens pas là-dessus. Et je vous rappelle, pour tous vous autres qui êtes des proches aidants, et souvent on entend toutes sortes d'histoires, surtout moi, l'association, des gens qui me téléphonent. L'objection de conscience, ça existe pour donner le soin ou l'évaluation. C'est vrai pour les médecins, c'est vrai pour l'infirmière. Donc, le médecin ou l'infirmière peut dire, moi, je ne donne pas l'aide médicale à mourir. Parfait. Mais le médecin ou l'infirmière n'a pas le droit de ne pas transférer la demande d'aide médicale à mourir. Si un médecin vous dit qu'il ne veut pas remplir la formule parce qu'il y a une objection de conscience, c'est faux. La loi l'oblige à faire signer la formule et à la transférer. Ça s'arrête là. Il n'est pas obligé de donner l'aide médicale à mourir, mais il a l'obligation de transférer la demande. C'est une obligation légale. Et non seulement c'est une obligation légale, mais en plus de ça, si c'est dans la loi, dans le code criminel, s'il ne transfère pas la demande, il peut y avoir une infraction avec un emprisonnement et même ou des amendes. Donc, c'est très sérieux. Si un patient fait une demande d'aide médicale à mourir à son médecin ou à l'infirmière, même s'ils ne sont pas d'accord, ils ont l'obligation de faire signer la formule. C'est tout. Le problème actuel qu'on a au Québec, c'est la non-harmonisation des lois entre celle du Québec et la loi fédérale, en particulier la question de maladie, handicap ou affection. Mais je vais vous dire, tous les médecins de notre groupe là, qui faisons de l'aide médicale à mourir, on ne se casse plus la tête avec ça. Moi, j'ai pour mon dire que si un patient a, par exemple, dans ma spécialité, si un patient a une quadriplégie ou une paraplégie parce qu'il y a une blessure médulaire, même si c'est un handicap, même s'il l'a depuis longtemps, bien, au départ, il y a eu une maladie, c'est-à-dire une maladie de la moelle, il y a eu un traumatisme, donc c'était une maladie et donc il rentre dans les cadres. Par ailleurs, le Collège des médecins a indiqué au mois de mai 2021 qu'il n'y aurait aucune mesure disciplinaire prise contre des médecins qui n'obéiraient qu'à la loi fédérale C14, même si elle est plus extensive que la loi du Québec. Donc, il n'y a aucun doute à avoir et aucune inquiétude à avoir là-dessus. Alors, je passe là-dessus. Même chose pour ça, ce n'est pas nécessaire. Alors, quelle est la démarche qui est importante pour vous? Quelle est la démarche à faire pour l'aide médicale à mourir? Le patient doit signer sa demande avec un médecin. Ce n'est pas nécessairement son médecin traitant, ça peut être le médecin du CLSC, ça peut être un médecin, soit l'infirmière ou un travailleur social, connu ou non du patient. Ça peut être le CLSC du secteur. Le professionnel a l'obligation déontologique et légale de faire suivre la demande, c'est ce que je venais de vous dire. Le médecin, puis là, il y a un médecin évaluateur. Bon, comme moi j'en fais, mais comme tous mes collègues, bien là, il y a un médecin qui va prendre contact avec votre proche, qui va aller l'évaluer, et c'est votre droit d'avoir quelqu'un, c'est le droit du patient d'avoir quelqu'un avec lui pendant l'évaluation, et il va faire son rapport. Le patient est-il admissible ou non? Et s'il est admissible, est-ce qu'il rentre dans la catégorie
des morts naturelles raisonnablement prévisibles ou non. Et c'est ce premier médecin-là qui va donner le soin. Le deuxième médecin doit voir le patient ou simplement voir le dossier, ou de nos jours, surtout avec la COVID, là, moi, j'ai fait plusieurs deuxièmes avis uniquement par visioconférence pour toutes sortes de raisons que vous pouvez comprendre très facilement. Et donc, le deuxième avis, on confirme que le patient rencontre tous les critères. Et puis aussi, l'autre chose importante, c'est que si le demandeur choisit une date, c'est lui qui choisit cette date, ce n'est pas le médecin. Et bien sûr, on s'entend. Si, par exemple, le patient me dit, moi, j'aimerais ça avoir ça le 26 février, et que le 26 février, je ne suis pas disponible, là, je vais discuter avec lui. Écoutez, est-ce que le 28, on peut s'entendre pour le 28? Évidemment, tous les patients vont dire oui, dans la majorité des cas. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder très brièvement? Les directives médicales anticipées pour les patients avec des maladies neurodégénératives cognitives, l'Alzheimer. Un petit mot sur les mineurs matures et un petit mot sur les troubles de santé mentale. Qu'est-ce qu'on veut pour les demandes pour les pathologies neurodégénératives cognitives, l'Alzheimer? C'est qu'un patient qui a un tel diagnostic puisse recevoir l'aide médicale à mourir dans ses directives médicales anticipées et au moment où cette personne-là jugera pertinent pour elle de l'obtenir. Alors, vous avez peut-être entendu parler de la commission provinciale qui a émis son rapport au début du mois de décembre 2021, donc il y a un mois, sur l'évolution de l'aide médicale à mourir. C'était exactement là-dessus. Je vous fais un résumé des recommandations. La personne doit avoir un diagnostic qui lui a été donné, Alzheimer ou démence de Parkinson, démence à corps de Lewy, démence neurovasculaire, etc. Donc, toute pathologie neurodégénérative cognitive. Et cette personne-là pourra dire, écoutez, moi, je sais que j'ai mon diagnostic, je sais vers quoi je m'en vais, je ne veux pas arriver là, je ne veux pas arriver, par exemple, à être transféré dans un CHSLD ou, par exemple, je ne veux pas avoir quelqu'un qui s'occupe de moi pour faire mes besoins, parce que ça, pour moi, ce n'est plus de la dignité, je ne veux pas ça. Donc, la personne mettrait ses propres critères et puis, à ce moment-là, il y a une personne de valeur, par exemple, vous, comme proche aidant, la personne que vous aidez pourrait dire, moi, c'est Martine que je vais donner comme répondante et Martine va dire, nous sommes arrivés aujourd'hui, telle date, au moment où ma mère, mon père, mon frère m'avait dit qu'il ne voulait pas dépasser ce stade-là. Et là, vous avertissez l'équipe médicale. L'équipe médicale va vérifier si on est bien rendu à ce stade-là et l'aide médicale à mourir va être donnée, même si la personne n'est plus apte à donner son désir d'avoir l'aide médicale à mourir. C'est ça qui est pour l'instant en discussion. Il n'y a pas encore de projet de loi là-dessus, il n'y a pas encore de loi, mais c'est ce vers quoi nous allons. Je passe sur les statistiques. En ce qui concerne les mineurs matures, faut faire en sorte que des critères soient mis en place pour donner l'accès à l'aide médicale à mourir à des mineurs de 12 à 18 ans qui rencontrent tous les autres critères. Pourquoi? Parce que ces mineurs matures ont souvent des quand ils arrivent là, ce sont des pathologies extrêmement graves, extrêmement débilitantes. Ils ont eu des tas de chirurgies, de la chimiothérapie, des radiothérapies, et là, on va leur refuser l'aide médicale à mourir sous prétexte qu'ils sont des mineurs, alors que la plupart d'entre eux ont beaucoup plus de jugement et de raisonnement que bien des adultes, ça, je peux vous dire. Et puis, en plus de ça, si on regarde les choses de façon pragmatique, vous avez un mineur qui a 17 ans et demi, qui demande l'aide médicale à mourir, puis il répond à tous les critères. Puis on va lui dire, non, continue de souffrir, puis attends 6 mois, puis dans 6 mois, tu vas être capable de l'obtenir. Alors, il y a quelque chose d'incongru dans ça, et c'est là-dessus que plusieurs gens travaillent. Et pour les maladies mentales, ça, c'est différent. Parce que les maladies mentales, ce sont les problèmes, les troubles de santé mentale, c'est beaucoup plus difficile. Et voici un préalable qui est bien important de comprendre. Les maladies neurodégénératives cognitives comme l'Alzheimer, ce sont des problèmes physiques. C'est le cerveau qui est malade. Ce n'est pas le fonctionnement du cerveau. Il devient malade, mais c'est le cerveau lui-même comme organe qui est malade. Par exemple, maladie de Parkinson, maladie de l'Alzheimer. Donc, ce sont des pathologies physiques du cerveau. L'espérance de vie est limitée, on la connaît. Si vous avez un diagnostic d'Alzheimer ou de Parkinson, on sait combien de temps il va vous rester en avant de vous, à peu près, en gros. Le pronostic est connu, on sait que ça va aller de mal en pire et que vous allez de mal en pire et que finalement, vous allez mourir de votre maladie.
il y a des balises claires qui doivent être instaurées, c'est ce sur quoi tout le monde travaille, et toute la majorité des populations est en faveur de ça. Les problématiques de santé mentale, c'est différent. Le cerveau est malade, mais il est malade dans son fonctionnement. Jusqu'à maintenant, on n'a pas d'indication qu'il y a une pathologie physique, organique du cerveau qui ne fonctionne pas. L'espérance de vie est inconnue. Vous pouvez être schizophrène à 25 ans, puis vous allez vivre jusqu'à 60, 70, 75, à moins, bien sûr, que vous fassiez une overdose ou qu'il arrive un suicide, des choses comme ça. Mais l'espérance de vie est inconnue. L'autre chose, c'est que le pronostic est inconnu, il est incertain, il peut être variable. On sait qu'il y a des patients qui, avec l'âge, atténuent un peu leurs problématiques de santé mentale. Ce n'est pas vrai pour tous les problèmes de santé mentale, mais c'est vrai pour un certain nombre. Les bases cliniques sont beaucoup plus floues puis difficiles à instaurer pour donner l'aide médicale à mourir. Et puis, la population est partagée. Ce n'est pas toute la population qui est d'accord pour ça. Moi, le premier, je suis tout à fait prêt à dire que les patients qui ont des pathologies de santé mentale sont tout à fait souffrants, mais je ne suis pas psychiatre. Les limites sont plus difficiles. Et les psychiatres sont partagés à peu près à 50-50 de ceux qui sont pour et ceux qui sont très opposés. Donc, ce n'est pas quelque chose de facile à mettre en place. Alors, pour l'avenir, qu'est-ce qui change, qui ne doit jamais changer, plutôt l'admissibilité de l'aide médicale à mourir aux personnes qui sont inaptes depuis toujours. Par exemple, si d'entre vous, il y a quelqu'un qui s'occupe d'un proche qui avait un retard mental extrêmement marqué, qui a toujours été placé, qui est incapable de faire quoi que ce soit par lui-même, bien ça, il n'est aucunement question, bien sûr, de donner l'aide médicale à mourir aux personnes inaptes. Parce que là, ce n'est plus de l'euthanasie, c'est de l'eugénisme, c'est-à-dire qu'on va tuer vraiment, dans le cas présent, on va tuer des personnes qui sont inaptes et qui ne comprennent pas ce qui leur arrive. Donc ça, c'est tout à fait différent de l'euthanasie qui n'est pas de tuer, mais qui est donné un soin qui est le dernier soin, mais qui est un soin digne et un soin qui est tout à fait bien réglé. Et par ailleurs, l'inaccessibilité de l'aide médicale à mourir aux personnes qui sont devenues inaptes, qui n'ont pas rédigé des directives médicales anticipées. Ça comprend actuellement toutes les personnes qui ont une maladie d'Alzheimer ou Parkinson ou autre, toute maladie de démence ou un ACV, tous ces gens-là actuellement qui ne peuvent plus donner leur consentement eux-mêmes, elles-mêmes plutôt, ces personnes-là, ils ne sont pas admissibles à l'aide médicale à mourir et ça ne doit pas changer non plus. Ne sont admissibles à l'aide médicale à mourir, dans le cas des démences, que les personnes qui vont avoir rédigé leur directive médicale anticipée. La raison est facile à comprendre. Si vous avez quelqu'un qui arrive avec un accident vasculaire cérébral à l'hôpital ou qui développe un Alzheimer et puis qui n'avait pas fait ses directives, qui est-ce qui va décider de lui donner l'aide médicale à mourir? Il n'y a pas de balise pour ça et ça ne serait pas du tout dans le cadre d'un soin, ça serait vraiment dans le cadre de l'eugénisme. Alors, l'aide médicale à mourir, pour terminer, c'est un soin qui est légitime, qui est légal, qui est moral, qui est éthique et qui est compassionnel. Et ça n'enlève absolument rien à l'immense majorité des gens, plus de 95% des patients qui souhaitent aller jusqu'au bout de leur passage terrestre. Prenez le chiffre de 3 à 4 de gens qui demandent l'aide médicale à mourir, qui meurent avec l'aide médicale à mourir, mais ça reste quand même 95-96 des gens qui, eux, ne le veulent pas, soit ne l'ont pas demandé, soit ne veulent pas, soit veulent aller jusqu'à la dernière limite de leur vie, quelles que soient les raisons, et ça leur appartient. Un dernier petit mot, la Cour suprême avait dit qu'une prohibition absolue de l'aide médicale à mourir résulterait en une obligation de vivre plutôt qu'un droit à la vie. Et donc, et c'est pour ça que moi, j'admire la décision de la Cour suprême. C'est une obligation de vivre, ce n'est pas du tout la même chose qu'un droit à la vie. Et si vous avez une obligation de vivre, bien, ça enlève toute possibilité pour une personne comme vous, moi, n'importe qui, de dire, là, moi, je suis arrivé au bout de mes possibilités de thérapeutique. Le médecin vous dit, écoutez, on peut vous faire un traitement expérimental, on peut vous opérer, puis là, vous dites, non, moi, là, j'en ai assez, j'arrête là. Et si c'est une obligation de vivre, les médecins ne vous écouteraient pas, puis ils continueraient de faire tous les traitements, comme je dis toujours, jusqu'à ce que mort s'en suive. Alors ça, c'est un droit absolu de tout le monde de refuser des traitements. Donc, si on a une prohibition absolue de l'aide médicale à mourir, mais ça résulte en une obligation de vivre.
Je donne quelques exemples pour terminer. Avec la nouvelle loi, un artiste atteint d'une ostéoarthrite sévère qui est rendu infirme et handicapé, ne peut plus tenir un pinceau et dans un état de déclin avancé irréversible, même si sa fin de vie n'est pas prévisible prochainement, pour lui, c'est un déclin avancé irréversible et puis il a perdu toute qualité de vie et pour lui, c'est sa perte de dignité, et etc. Les autres, et je donnais l'exemple que je vous ai donné au début, une personne atteinte de dégénérescence maculaire, c'est une maladie, et elle ne peut plus lire les livres alors que c'est ce qu'elle voulait faire. C'est un déclin avancé irréversible de ses capacités et elle est admissible à l'aide médicale à mourir. Donc, nous allons arrêter là et je pourrai répondre. Ah oui, une dernière petite chose, et vous pourrez le prendre directement dans ce qui va vous être envoyé si vous le voulez. Les questions à poser quand vous parlez avec quelqu'un qui veut l'aide médicale à mourir. Qu'est-ce que vous voudriez, et le médecin doit poser cette question-là, qu'est-ce que vous voudriez que je sache de vous pour vous donner les meilleurs soins? Que tenez-vous à faire ou à faire avant de mourir ou de devenir inapte? Par exemple, si quelqu'un vous dit, moi j'aimerais ça faire un saut en parachute avant de mourir, c'est parfait. Êtes-vous capable de le faire? Oui, je peux. Parfait. C'est ça, vous allez le faire. Puis après ça, on vous donnera l'aide médicale à mourir. J'en ai un exemple un petit peu farfelu, mais c'est comme ça qu'il faut regarder ça. Qu'est-ce qui compte le plus pour vous présentement? Si je prends l'exemple de la patiente avec une dégénérescence maculaire, si pour cette personne-là, le plus important dans sa vie, c'était de lire des essais ou des romans ou ce que vous voudrez, puis qu'elle ne peut absolument plus faire ça, puis qu'elle trouve que sa vie n'a plus de valeur pour elle, c'est une indication. De quoi avez-vous le plus peur? Et qu'est-ce qui a été le plus important pour vous dans votre vie? Donc, c'est ce genre de questions que l'on peut poser aux patients pour avoir une idée de qui est le patient qui nous demande l'aide médicale à mourir, puis de l'accompagner le mieux possible. Merci beaucoup, M. Parent. Merci à tous les gens qui étaient là pour ce soir et puis bonne suite des choses.